Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'y avoir associé à côté des orateurs prestigieux, très intéressants, qui m'ont précédé. Mon point de vue sera un petit peu plus pragmatique, puisque je suis plutôt une femme de terrain, vous l'aurez compris, et de terrain dans les deux mondes, le monde de l'arbitrage que j'ai connu et le monde de la justice étatique dans lequel je suis depuis 5 ans. Alors, effectivement, le titre était peut-être un peu provocateur. Moi, j'aurais tendance à le reformuler sous forme de question. Et la question est la suivante. Le développement de l'arbitrage est-il une privatisation de la justice? Et vous verrez que ma réponse sera beaucoup plus nuancée. Alors, je vais, dans mon exposé, je dirais... il va se structurer en deux parties. D'abord, je vais avoir quelques propos introductifs. On va voir de quoi on parle quand on parle d'arbitrage. C'est important de faire un certain état des lieux, de le replacer également dans une perspective historique. Et ensuite, j'examinerai des domaines particuliers de l'arbitrage, tout en partant de ce qui est pour moi son berceau, son terrain naturel, c'est-à-dire les litiges du commerce international. Et ensuite, j'examinerai d'autres domaines dans lesquels il s'est développé et où on peut voir certains problèmes apparaître. J'examinerai un aspect de l'arbitrage en matière de l'arbitrage interne, je dirais un mot de l'arbitrage en matière sportive, et je terminerai, pour être sûr de garder votre attention jusqu'au bout, par la problématique de l'arbitrage d'investissement, qui est sans doute celle qui est la plus actuelle ou qui intéresse peut-être le plus les foules. Alors, donc, commençons. Arbitrage et justice étatique. Tout d'abord, ce sont deux mondes qui ne sont pas totalement étrangers. Il y a tout de même beaucoup de choses en commun. Dans les deux cas, vous allez avoir 1 ou 3 individus qui vont être saisis d'un litige et qui vont rendre une décision sur la base des règles de droit. Donc, vous savez, un arbitre, ce n'est pas un médiateur, il va prononcer sa décision normalement en droit, sauf le cas particulier où on lui a donné compétence de statuer comme amiable compositeur, mais c'est très rare. Il y a une pratique, un domaine niche où ça se passe, ce sont les litiges en matière de réassurance. Mais donc voilà, sinon pour le reste, c'est très peu le cas. Bon. Ça, ce sont pour les ressemblances. Sinon, évidemment, il y a des dissemblances. Un arbitrage, ce n'est pas la justice étatique. C'est un choix des parties. Donc, l'arbitrage, c'est l'autonomie, est une création de l'autonomie de la volonté. Les parties choisissent ce mode particulier et un mode dans lequel elles vont avoir effectivement leur autonomie de la volonté, leur liberté va se voir reconnaître un champ très large, non seulement le mode, mais aussi le choix des arbitres, le choix de la procédure, le choix de la langue, le choix du siège, le choix du droit applicable. On peut avoir effectivement une décomposition, on peut avoir un arbitrage à Genève où on va appliquer le droit anglais, on peut avoir même une partie du contrat soumise au droit anglais, une autre encore à un autre droit. Donc tout est possible dans ce monde-là, ce qui répond à certains souhaits. On a normalement une certaine rapidité, une certaine confidentialité, mais évidemment ce n'est pas une justice qui est rendue au nom de l'État, et donc on n'a pas de force exécutoire, puisque là il faut passer par les tribunaux étatiques. Alors l'arbitrage est-il une justice privée? Et le concept même de justice privée, s'agit-il d'un oxymore? En réalité, moi je pense que l'arbitrage on ne peut pas dire que ce soit réellement une justice privée. L'arbitrage pour moi est une alternative à la justice étatique, mais dans le cadre tracé par la loi. Donc l'arbitrage ne se meut pas dans un Far West où la loi n'existe pas, en tout cas tel que je le conçois. La loi, et donc le législateur, intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que le législateur va déterminer le champ d'application, l'arbitrage, donc les différents qui peuvent faire l'objet de l'arbitrage. C'est ce qu'on appelle l'arbitrabilité objective, donc selon les matières, et l'arbitrabilité subjective selon les personnes. Donc, dans les grandes lignes, tous les litiges
toute cause de nature patrimoniale, pour reprendre les termes actuels de l'article 1676 du Code judiciaire, peut faire l'objet d'un arbitrage. Ça veut dire qu'on comprend tout de suite qu'il y a des matières qui ne peuvent pas faire l'objet de l'arbitrage. C'est évidemment le champ du pénal, du fiscal, de l'état des personnes. Et puis on a d'autres matières où les litiges peuvent faire l'objet d'un arbitrage, mais uniquement après la naissance du litige, parce qu'on veut protéger plus une partie. C'est le cas, de manière générale et un peu schématique, en droit social, droit des assurances et, petite nouveauté, en droit du bail d'habitation. Donc ça, c'est le premier niveau où le législateur intervient. Le second, c'est que le législateur édicte les principes à respecter durant la procédure. Alors, de manière générale, les règles qui figurent dans le Code judiciaire en matière d'arbitrage sont supplétives, mais il y a tout de même, et ça a été souligné dans la dernière réforme, quelques principes fondamentaux sont au nombre de 3. C'est le principe d'égalité des parties, le principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, et le principe de la loyauté des débats. Et enfin, il y a un certain contrôle, limité, il est vrai, mais tout de même des juridictions étatiques, puisque toute sentence prononcée en Belgique peut faire l'objet d'un recours en annulation en Belgique, et c'est le cas dans tous les pays, je pense, dans le monde, sous réserve d'une dérégulation extrême, mais c'est un recours en annulation qui n'est ouvert que dans certains cas particuliers, qui sont assez restreints, et il s'agit schématiquement de violations graves finalement du droit de la procédure. Il n'y a pas d'accord d'arbitrage, la matière n'est pas arbitrable, les droits de la défense n'ont pas été respectés, la sentence n'est pas motivée, et il n'y a pas de révision du droit matériel par le biais du recours en annulation. Donc il n'y a pas de correction du mal jugé, si ce n'est la violation de l'ordre public qui donne lieu à annulation. Et il y a un deuxième recours également, une deuxième possibilité de contrôle, c'est au stade de l'exéquatur. Donc comme une sentence n'est pas revêtue ne peut pas être exécutée sans recours à la force publique, sans recours à l'État, et donc il faut venir devant le juge, devant le président du tribunal de première instance pour demander l'exéquatur de la sentence, et là aussi il y a un contrôle qui se fait selon, maintenant, voilà, les critères ont été harmonisés, donc ce sont les mêmes critères, les mêmes griefs qui peuvent être soulevés que les griefs au niveau de l'annulation. Donc c'est pour cette raison que pour moi il ne s'agit pas réellement d'une privatisation. D'ailleurs, une privatisation voudrait dire qu'il y aurait un transfert véritablement des juges de la justice étatique au privé. Non, pour moi ça se développe en parallèle et surtout dans un cadre tout de même tracé par le législateur. Alors si on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que l'arbitrage n'a pas été enfanté par le libéralisme triomphant de la fin du XXe siècle. On le trouve depuis l'origine. Certains disent que l'arbitrage est en réalité plus ancien que la justice étatique, parce que l'arbitrage, c'est quoi? C'est demander à un tiers, demander à un sage, demander à un chef de famille, demander à un chef de clan de résoudre un litige. Donc ça a une origine ancienne et ça a toujours subsisté, existé. Et on a des alternances de périodes où on glorifie l'arbitrage et où on s'en méfie. Alors c'est assez amusant, à la Révolution française, voilà, l'arbitrage était glorifié. Je cite l'extrait d'un décret. L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. Donc voilà, déjà de manière très ancienne, cette faveur ou cette ferveur pour l'arbitrage qui est en déclin après au XIXe siècle avec l'essor des juridictions étatiques et puis qui réapparaît au XXe siècle, qui peut peut-être être considéré comme l'âge d'or de l'arbitrage. Quant au XXIe siècle, soit est-ce la poursuite de l'âge d'or ou peut-être on assiste tout de même aux prémices d'une remise en question. Alors en Belgique, il y avait déjà certaines dispositions dans le Code des procédures civiles et puis le droit moderne, lui, il est issu d'une loi du 4 juillet 1972, elle-même issue d'une convention européenne sous l'égide du Conseil de l'Europe. Et ce droit a été réformé en 1998, puis plus récemment par la loi du 24 juin
2013. Et là, voilà, j'avais pensé vous citer cet extrait des travaux préparatoires où on lit, bon, c'est assez amusant et ça rejoint certains propos entendus ce matin. Le législateur affirme sans embâche que par sa réforme, il entend aligner le droit belge sur les législations les plus avancées en matière d'arbitrage et que, j'ouvre les guillemets, ceci devrait faire de notre pays un lieu attractif pour les arbitrages internationaux avec les retombées positives qui en résultent, à la fois en termes de prestations de services de haut niveau intellectuel et d'incidence économique et financière. Donc on est bien là. Alors l'arbitrage, c'est vraiment un terrain où on assiste à cette concurrence entre les États. Chaque État veut avoir le droit le plus beau possible. Et effectivement, on voit fleurir les sites Internet en vantant Paris, place de l'arbitrage, Bruxelles, place de l'arbitrage. Il y a véritablement une concurrence entre tout le monde parce que effectivement, l'arbitrage est devenu un marché globalisé en expansion avec des retombées économiques importantes. L'arbitrage, ce n'est pas seulement le coût des prestations des arbitres, qui, alors, ce sont des coûts relativement élevés, mais ça reste évidemment limité. Le gros des retombées économiques, ce sont les honoraires des avocats, parce que les audiences sont en général assez longues, parce que je vous l'ai dit, c'est flexible, donc on prend le temps en arbitrage, donc on prend beaucoup plus le temps que devant les cours et tribunaux, et puis on est au confluent dans ce monde mondialisé, globalisé, entre les procédures continentales et les procédures anglo-saxonnes, et donc bien souvent, dans les arbitrages d'une certaine ampleur, avec certains enjeux, vous allez avoir des jours, voire des semaines d'audience avec des témoins qui viennent défiler, et donc on réserve des salles de réunion dans des hôtels. Donc tout ça, vous vous rendez bien compte que c'est des coûts importants. Du coup, les avocats facturent évidemment des heures énormes. Il y a des interrogatoires, des contre-interrogatoires. Vous avez les coûts des avocats, les coûts de l'hôtel, les coûts de traduction. Vous avez donc toutes des retombées économiques, effectivement, comme le signale le législateur. Alors, ce monde en pleine expansion est critiqué, a fait l'objet de critiques depuis quand même pas mal d'années, et même en son sein. Et qu'est-ce qu'on critique en général? Précisément ces coûts élevés, un risque de dérive mercantile et des doutes, des difficultés et l'apparition d'un contentieux important lié à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des arbitres. Parce que, effectivement, la grande différence entre un juge et un arbitre, c'est que le juge, il est nommé par l'État, il est rémunéré de manière fixe par l'État, et donc sa carrière et sa rémunération sont tout à fait indépendantes des décisions qu'il va rendre. Donc il est à l'abri de toute pression, même inconsciente, tandis que l'arbitre, lui, il est rémunéré quand il est nommé. Il doit être nommé pour recevoir ce job-là. Et donc, c'est vrai, il est censé être désintéressé, mais voilà, il ne l'est pas autant qu'un juge, pas autant nécessairement qu'un juge étatique, puisqu'il peut avoir, d'une certaine manière, intérêt à la perpétuation d'un certain type de litige. Et puis les arbitres, comme ce sont souvent des avocats, ils rencontrent des tas de... Voilà, ils interviennent dans différentes capacités et ces multiples casquettes qu'ils peuvent avoir donnent naissance aussi à des conflits d'intérêts. Alors, je vous parle maintenant du berceau de l'arbitrage, qui est donc l'arbitrage dans le commerce international. Alors, il y a tout juste 100 ans, en 1919, était créée la CCI à Paris. La CCI, c'est la Chambre de commerce internationale. Elle a été créée par la volonté de différentes chambres de commerce. Mais la période n'est pas anodine. On est en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et donc, quand on va voir les textes fondateurs, on voit cette volonté des participants, des chambres de commerce, de créer un forum où les litiges peuvent se résoudre dans une perspective de paix, de pacification des relations entre commerçants, puisqu'on est au sortir de la guerre et on essaye d'avoir des relations pacifiées. Je fais un petit saut dans le temps. En 1958, là on est après la Deuxième Guerre mondiale, on a au niveau de l'ONU la convention fondamentale, je dirais la Bible en matière d'arbitrage, la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, donc, qui est signée à New York en 1958. Et donc là, on est au niveau de l'ONU. Donc c'est vous dire qu'il y a un mouvement de faveur
envers l'arbitrage qui est assez universel et au niveau des États. Et 159 États partis à la Convention de New York, donc c'est assez important. Et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI, va également élaborer une loi type en matière d'arbitrage en 1985, rénovée en 2005. Alors il faut se rendre compte, et bon, je sais que voilà, vous n'êtes pas un auditoire qui peut être soupçonné d'avoir un biais en faveur de l'arbitrage, donc je vais tout de même, je ne regarde pas que Manuela, je vais tout de même mettre en avant que l'arbitrage commercial international répond, selon moi, à de véritables préoccupations. Si vous êtes un entrepreneur belge et que vous êtes face à un entrepreneur belge qui va construire une usine en Irak, eh bien, il faut bien se rendre compte que l'entrepreneur belge ne veut pas que le litige soit soumis aux tribunaux irakiens, l'Irakien ne voudra pas que le litige soit soumis aux juridictions belges. Donc, ce n'est pas qu'on veuille échapper aux juges belges, mais c'est simplement qu'il n'y a pas de juge qui satisfasse les deux parties. Et donc, puisque ce juge neutre, n'ayant pas de nationalité, n'ayant pas de langue, etc., n'existe pas, on va le créer et c'est la flexibilité de l'arbitrage. On va pouvoir décider que le litige sera soumis à un arbitre, je vous l'ai dit, avec siège à Genève, à Paris, où on veut, la langue qu'on veut, etc. Donc c'est très flexible, c'est un forum neutre, on ne se soumet pas au juge de l'autre partie. Et puis aussi, grâce à la Convention de New York, on a une circulation et une efficacité des sentences, puisque les sentences vont être reconnues dans les autres pays plus facilement que les jugements. C'est assez paradoxal, mais les États, en signant la Convention de New York, se sont assurés un instrument qui permet une circulation plus facile des décisions arbitrales que de leur propre jugement, si ce n'est le cas, mais c'est venu beaucoup plus tard. En Europe, évidemment, on a des instruments actuellement qui permettent cette circulation intra-européenne aisée des jugements. Alors l'arbitrage se développe sous deux formes. Le premier, c'est l'arbitrage ad hoc, ça c'est simplement vous décidez, il n'y a pas de règles particulières qui sont prévues. Quand le litige naît, on nomme les arbitres et puis la procédure est définie entre les parties et les arbitres. Ou bien de plus en plus, l'arbitrage est institutionnel, c'est-à-dire que vous avez un centre d'arbitrage, vous faites dans la clause d'arbitrage le choix d'un centre d'arbitrage qui va gérer l'arbitrage, qui va intervenir pour vous fournir différents services. Et ces centres sont le plus souvent, même quasiment tout le temps, constitués sous forme d'ASBL, ceci en vue de préserver ce caractère désintéressé. Alors, maintenant je vais tout de même mettre un petit bémol. Quels sont les risques tout de même de dérive? Eh bien, voilà, mon premier exemple sera interne. D'abord, on peut se demander pourquoi recourir à l'arbitrage en matière interne, parce qu'en réalité, les raisons, je vous l'ai dit, touchent plutôt au caractère international. Donc, déjà, dans un contexte interne domestique, il y a moins de raisons de recourir à l'arbitrage, mais on le voit néanmoins, même si ça ne représente pas grand-chose en termes de volume. Mais on a assisté à un phénomène assez étrange en Belgique, en tout cas à Bruxelles, c'est l'apparition dans les contrats de bail d'une clause donnant compétence à la Chambre d'arbitrage et de médiation ASBL. Alors c'est assez curieux, cette clause s'est répandue partout, et quand on regarde les sentences, on remarque que l'arbitre désigné est systématiquement le président du conseil d'administration de l'ASBL. Alors là, forcément, on a un problème, on a précisément une dérive mercantile, puisqu'on se rend compte qu'on a un modèle économique avec quelqu'un qui crée une ASBL pour se donner du boulot en tant qu'arbitre. Là, évidemment, on a un sérieux problème, et ce qu'on remarque, c'est que ça a un impact sur la manière dont les arbitrages sont conduits, puisque dans ce type d'arbitrage, vous remarquez que l'arbitre ne veut pas donner de remise au défendeur, il fixe la date et le défendeur doit venir. Le défendeur dit qu'il a demandé une expertise à la direction du logement parce que son logement est insalubre. Eh bien, l'arbitre n'attend pas de recevoir le rapport, il prononce sa sentence. Bon, sa sentence sera ensuite annulée.
Donc ce type de dérive n'est pas permise dans les centres, je dirais, sérieux, qui prévoient dans le règlement une incompatibilité. Évidemment, le président ne peut pas être lui-même arbitre. Et les législateurs sont intervenus, les législateurs régionaux, bruxellois et flamands sont intervenus pour interdire l'arbitrage en matière de bail d'habitation, ou en tout cas les clauses arbitrales conclues avant la naissance du litige. Alors, un tout petit mot en matière d'arbitrage sportif. Là aussi, ça se développe beaucoup avec un système pyramidal qui culmine avec le TAS. Je vais juste vous dire un mot pour attirer votre attention sur un arrêt tout récent du 2 octobre 2018 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'arrêt Moutou et Pechstein. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est que la Cour avalise ou reconnaît, accepte le système d'arbitrage du TAS, accepte le caractère impartial du TAS, ce qui n'allait peut-être pas de soi, il y a d'ailleurs une opinion dissidente, mais va néanmoins condamner, reconnaître une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour défaut d'audience devant le TAS. Donc ça, ça rejoint peut-être ce que vous disiez ce matin, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme privé, l'arbitrage, mais on va lui imposer finalement un standard, le standard des juridictions étatiques, le standard de l'article 6, les audiences publiques. Donc, et ça produit alors une certaine hybridation aussi entre justice étatique et justice arbitrale. J'en arrive, voilà, pour être sûr que vous me laissiez la parole, j'en arrive maintenant au sujet, au hot topic de l'arbitrage d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, je pense qu'il faut en dire un mot aussi. En 1965, on a les États, enfin, une série d'États signent la convention qui prévoit l'instauration du CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement. Et puis surtout, on a le boom, la multiplication des traités bilatéraux d'investissement et d'autres traités multilatéraux. Donc on en a environ 3000 au niveau mondial. Et en Belgique, la Belgique est partie à 106 traités bilatéraux d'investissement. Et qu'est-ce qu'on a dans ces traités? Eh bien, on a deux États qui conviennent chacun de promouvoir les investissements des nationaux de l'autre, de protéger ces investissements en leur accordant un traitement juste et équitable, et généralement un engagement de ne pas prendre de mesures d'expropriation ou de nationalisation, sauf impératif d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national. Donc évidemment, on conçoit bien que c'est là qu'on va avoir des problèmes, et dans ces traités qui sont assez succinct, on prévoit aussi une clause de règlement des différends en prévoyant que chaque État consent à l'avance et de manière irrévocable à l'arbitrage qui pourra être introduit par les investisseurs de l'autre État. Alors l'idée était, ou la justification était qu'il fallait remédier à la protection diplomatique, qui sinon était la règle, une espèce d'escalation donc au niveau diplomatique, et voilà, c'était la justification à penser. Il y a eu une multiplication de conclusions, de plus en plus de traités bilatéraux d'investissement ont été conclus, une multiplication des arbitrages, surtout liés, enfin, qui se réalisent, qui interviennent surtout dans un contexte où on a un État qui change de politique. Donc c'est le cas, on a eu le cas en Europe, dite Europe de l'Est, ex-Europe de l'Est, et en Amérique latine, vous avez des États, des économies qui se sont fortement ouvertes, qui ont voulu attirer les investissements étrangers, puis à un moment donné, il y a eu un revirement, les États ont considéré qu'ils avaient été trop loin, qu'il leur fallait peut-être renationaliser certains secteurs ou reprendre en main certains secteurs de leur économie, et là, les investisseurs alors leur ont reproché un manquement, une violation de leurs droits. Donc au niveau des volumes, actuellement, on a 332 de ces arbitrages qui sont pendants et 602 clôturés. Alors il y a une multiplication des critiques, parce que précisément, je vous dis, les arbitres qui sont nommés dans ce type de litige interviennent sur des questions très très sensibles. Ils doivent par exemple déterminer si une nationalisation était ou non conforme à l'intérêt général de l'État. Donc c'est statué sur des questions très sensibles et ça peut donner lieu à des condamnations à des montants très très importants. Donc évidemment, il y a une crise de légitimité de ce type d'arbitrage pour les populations qui sont amenées après à subir les conséquences de ces sentences, de ces verdicts avec des gros montants potentiellement à payer par leur État. Alors,
les critiques donc ont été nombreuses et la société civile, là, je pense, a été très active aussi à émettre ces critiques. On a vu 3 États dénoncer la Convention CIRDI, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela. Le CIRDI lui-même est intervenu en apportant quelques petites touches pour modifier son règlement, notamment pour prévoir une certaine publicité des décisions, pour autoriser les intervenants, la société civile, les ONG à déposer des amicus courriers, donc pour essayer d'élargir et de répondre un petit peu à ces critiques, mais toujours à la marge. D'autres réformes ont pris un autre tour. Dans le cas de l'Union européenne a souhaité réformer le système, a réfléchi pendant une série d'années et est arrivée avec la solution de la création d'un tribunal permanent et d'un tribunal d'appel formé cette fois-ci par des juges nommés par les États. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans le CETA. Moi, j'ai toujours été un peu étonnée parce que dans les débats autour du CETA, on parlait toujours d'arbitrage, alors que précisément, ce n'était pas de l'arbitrage, puisque l'Union européenne, la Commission européenne, avait voulu s'écarter du modèle décrit et de l'arbitrage et revenir à une juridiction étatique, une juridiction internationale. Alors forcément, oui, pas purement étatique, mais internationale, et c'est ce qui est prévu dans le CETA. La Cour de justice a rendu son avis donc sollicité par la Belgique le 30 avril 2019, donc c'est tout frais, tout récent. La Cour de justice dit que le mécanisme juridictionnel choisi, qui n'est donc pas l'arbitrage, mais cette juridiction internationale, n'est pas incompatible donc, avec l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union, ni avec le principe général d'égalité de traitement, et pas incompatible non plus avec le droit d'accès à un tribunal indépendant, l'article 47 de la Charte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour dit dans son avis que l'article 47, donc la protection de la Charte, est applicable et que si l'Union européenne décide de créer une juridiction, elle doit le faire dans le respect de l'article 47, mais elle va considérer que les conditions sont remplies. Donc, voilà, vous aurez compris que ma réponse à la question est plus nuancée que le titre de l'exposé. Je pense qu'il y a développement en parallèle d'un arbitrage qui est réglementé et avec un pouvoir. Je dirais, le législateur n'est pas démuni, il peut avoir un impact. La société civile n'est pas démunie non plus, puisque je pense qu'on voit qu'elle a eu un impact dans les réformes des arbitrages d'investissement. Mais tout ceci est un monde encore assez en mouvement. Voilà. Je vous remercie.